Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au bilan de saison 1909-1910 du Canadien de Montréal, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que le 11 mars 1910, le Canadien affrontait leurs rivaux, les Shamrocks de Montréal. Dans un match rude et chaudement disputé, c'est à la 12e minute de la prolongation que Pitt va marquer pour offrir une deuxième victoire aux Canadiens, terminant ainsi la saison avec une fiche de 2 victoires, 10 défaites. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey? Eh bien, comme c'est la fin de la saison, on va passer à travers quelques bilans dans les divers journaux. Là, je vous entends me dire, ouais, mais les séries éliminatoires ou les détails, comme qu'on disait, ben en 1910, il n'y a pas de détails. L'équipe championne de la saison, les Wanderers, sont par le fait même ceux qui vont détenir la Coupe Stanley. Et c'est ça qui est ça. La saison est terminée. Dans le Canada du 14 mars, on va nous offrir un tableau intéressant, soit le résultat de tous les matchs de la saison. Date, équipe en présence, équipe gagnante et le score final. S'il y en a qui sont intéressés à le consulter, je vais le mettre sur le site Facebook de Raconte-moi mes ancêtres. Dans la patrie du 15 mars, on y va d'une chronique revue de la saison. En gros, on qualifie la saison de sensationnelle et qu'on a appris quelques leçons. Dans un premier temps, pour les promoteurs, la saison a coûté cher. Outre les salaires faramineux des joueurs, c'est aussi en partie à cause des villes comme Cobalt, Haileybury, Renfrew, qui sont loin des centres et coûtent cher en déplacement. Deuxième chose qu'on a appris, c'est que dans les clubs amateurs, on constate de plus en plus d'engouement pour le hockey chez les jeunes Canadiens français. Ce qui est de bon augure pour un club professionnel de Canadiens français. Si on a parlé jusqu'à présent de Arthur Hart Ross, pour qui on a nommé un trophée remis au meilleur marqueur de la saison, on a aussi évidemment parlé de la Coupe Stanley, mais connaissiez-vous le trophée O'Brien? Le trophée O'Brien, qui, vous le devinez, avait été financé par M. O'Brien lui-même, fait avec l'argent sorti de sa mine à Cobalt. Le trophée sera remis en 1910 à l'équipe championne de la saison, soit les Wanderers. Bon, là, vous allez me dire, c'est quoi la différence avec la Coupe Stanley? Ben, à mes yeux, en 1910, il n'y en a pas. Mais le trophée va éventuellement changer de vocation dans les années à venir. Le 16 mars, dans le Devoir, on apprend que les Wanderers ont encore une fois battu les Ottawa à New York, dans un score final de 4-3. Les Wanderers ont encaissé 1 000 $ qui avaient été remis en jeu par les promoteurs. Le 17 mars, il y a M. O'Brien qui autorise Pitt à retourner aux États-Unis, à Sault-Sainte-Marie plus précisément. On espère le revoir à Montréal l'automne prochain. Le dimanche 20 mars, si aucun joueur du Canadien figure dans le top 10 des meilleurs marqueurs, les Canadiens français sont en droit d'être fiers puisque Newsy Lalonde va terminer au premier chapitre des marqueurs avec 38 buts en 11 parties, soit une moyenne de 2,91 buts par match. Toujours dans le nationaliste du 20 mars, on nous dresse un tableau des marqueurs de chaque équipe. On peut constater la dominance de Newsy alors qu'en 6 matchs seulement avec le Canadien, il va faire 4 buts de plus que Bernier qui a joué la saison complète. Si le match des étoiles n'existait pas à l'époque, certains journaux vont y aller de leur propre équipe d'étoiles. Donc on aurait Hearn des Wanderers dans les buts. M. Hearn qu'on a vu officiel de quelques matchs du Canadien cette saison. Au point, on aurait Frank Patrick du Renfrew. Au couvert, Fred Taylor du Renfrew. Comme Rover, Lester Patrick, encore une fois du Renfrew. Au centre, Lalonde du Canadien, mais qui a terminé la saison avec le Renfrew. À l'aile droite, Clark des Cobalt. À l'aile gauche, Roberts des Ottawa. Pour conclure leur bilan, le nationaliste nous mentionne que le Canadien n'a pas représenté les couleurs des Canadiens français, mais plutôt les poches de M. O'Brien. Il aurait été facile de monter un meilleur club, mais ce fut décidé autrement. Ceci conclut la saison 1 de l'histoire du Canadien de Montréal. J'espère que vous avez apprécié tout autant que j'ai eu de plaisir à faire la recherche. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis.
Juste pour vous résumer un peu mon cheminement, là, tout ce que ça prend pour faire une vidéo comme ça, c'est plusieurs habiletés différentes. En premier lieu, il y a la recherche. Bon, comme je ne suis pas universitaire, c'est assez nouveau pour moi. Et plus j'avance, ben, plus je prends mes repères, puis plus ça devient facile pour moi de trouver l'information. Ensuite, il y a l'écriture de texte. La dernière fois que j'ai écrit un texte plus long que 2 pages, c'était au cégep. Ça fait un bout. L'histoire de la saison 1 du Canadien de Montréal, c'est plus de 60 pages. Après ça, il y a l'enregistrement des voix. Encore une fois, loin d'être une de mes habiletés, tant au niveau technique, j'avais jamais fait ça avant, qu'au niveau de la livraison. Jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'un jour ma voix serait diffusée de façon publique sur une base régulière. Après ça, c'est les montages. Vous devinerez encore une fois que c'est pour moi une nouveauté. Bref, je maîtrisais à peu près aucune de ces habiletés-là il y a 1 an et demi environ. Mais j'ai consulté plusieurs personnes. Puis à toutes les étapes, que ce soit la recherche, l'écriture, l'audio, le montage, j'ai consulté des gens qui m'ont donné des trucs, qui m'ont fait part de leurs commentaires ou m'ont donné des idées. La dernière étape du projet, c'est de se faire connaître. Le marketing. Puis là, ben, pour être bien franc, c'est la partie que j'aime le moins. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de vous, puis je vous dis un gros merci à l'avance. On se revoit dans une prochaine vidéo où est-ce qu'on va parler de l'entre-saison de l'histoire du Canadien de Montréal.